Donc j'appelle Julien et Pauline qui vont nous parler là encore d'un travail, pas d'expérimentation parce que Grande-Synthe est un territoire pionnier depuis longtemps. C'est un territoire d'invention et de réinvention. Et donc vous voilà au milieu d'une belle aventure. On va retrouver l'alimentaire aussi, la justice sociale aussi, mais dans un contexte piloté ou organisé par une ville cette fois-ci. Tout à fait. Donc, on va vous présenter les actions qu'on mène actuellement en termes d'autonomie de justice alimentaire. Au préalable et de façon liminaire, peut-être quelques éléments de contexte, notamment sur la façon dont sont pensées les politiques publiques à Grande-Synthe, dans quelle histoire elles s'inscrivent. Donc sur les éléments de contexte, bon, un peu géographique aussi, la Grande-Synthe c'est une ville de front en fait, sur des enjeux écologiques, sociaux et environnementaux. Sur les enjeux sociaux, bon, notamment à Grande-Synthe, on a un taux de pauvreté qui dépasse les 30%, on a un taux de chômage qui dépasse aussi les 30%, on a 60% du territoire de la ville qui est en QPV. C'est un chiffre qui a baissé avec toutes les politiques de développement social des quartiers, réaménagement des différents quartiers de la ville. C'est une histoire longue aussi à Grande-Synthe qui est basée sur l'avènement en fait de l'industrie de l'acier notamment et l'arrivée d'une usine emblématique sur la ville qui s'appelle Usinor, maintenant ArcelorMittal. Et en parallèle à cette industrialisation du territoire, la mise en place de politiques publiques d'une municipalité axée sur le droit des travailleurs et de leurs enfants dans les quartiers, le développement social. Donc nous, toute notre action, elle s'inscrit aussi dans cet héritage-là en fait. Cet héritage qui est celui de l'histoire de cette ville, une histoire faite de volontarisme politique et de travail au quotidien avec les habitants pour le développement aussi communautaire, comme on dit maintenant, comme on disait aussi un peu aussi à l'époque. C'est une vieille histoire. Et donc nous, on s'inscrit complètement là-dedans sur les enjeux de politique alimentaire. Donc je vous parlais de développement social. En 2010, le maire de l'époque, Damien Carême, avait le projet avec son équipe municipale de créer une université populaire. Moi j'ai été recruté à l'époque, donc ça fait déjà 15 ans, pour remettre en place ce service. Donc un service d'éducation populaire municipale, avec l'idée de développer et de nourrir l'esprit critique, de remettre en place la fabrique de l'engagement, la fabrique du militantisme, et le militantisme aussi chez les agents municipaux. Donc avec s'inscrire aussi dans cette histoire en fait, de l'éducation populaire qui est basée sur le partage, l'entraide, cette idée d'autonomie. Donc quand on parle d'autonomie, c'est notamment cette idée d'autodétermination, de repartir des savoir-faire des gens, de partir d'une immersion aussi au contact de la population. On parle beaucoup maintenant d'aller vers, et donc de construire cette pratique par un diagnostic partagé avec les habitants, pour faire techno, et notamment aussi concrètement en réalisant des porte-à-porte, en allant chercher des gens qui sont aussi en dehors des radars, et qui n'ont pas voix au chapitre souvent sur les politiques qui les concernent. S'inspirer aussi de la notion de commun, donc c'est aussi un concept qui est pas mal utilisé sur cette idée de partager des ressources et de définir ensemble collectivement comment on va utiliser ces ressources, comment on va les partager, comment on va les rendre durables, comment on va les transmettre, et ça peut être sur des espaces publics, ça peut être sur des activités, ça peut être sur une activité par exemple d'écrivain public pour aider la population, donc je parlais d'entraide et s'entraider. Donc sur la politique alimentaire, un des actes fondateurs, peut-être le premier acte, c'est la décision de faire passer les cantines de la ville en 2012, alors en septembre 2012, au 100% bio. Donc je vous parlais de volontarisme politique, ça a été annoncé comme une politique de santé publique. À partir du moment où l'état de la science montrait toutes les conséquences néfastes des pesticides, le maire de l'époque
a annoncé le passage en bio en disant, voilà, je veux que chaque enfant de la ville puisse avoir accès à au moins un repas bio par jour. L'histoire des 20% ou autre, c'est de l'hypocrisie. Si, avec ce qu'on sait, il faut qu'on puisse proposer ça. Donc les repas de la ville de Grande-Synthe, toujours à l'heure actuelle, l'entrée, le premier prix c'est 48 centimes, et le prix plus cher, on est à moins d'1,90 €. Deuxième acte fort, c'était le projet des fermes urbaines multiservices. Donc on a eu l'opportunité à la ville d'avoir des horticulteurs qui partaient à la retraite et qui sont venus voir la ville en disant voilà, on a une quinzaine d'hectares. Enfin, ça s'est fait en 2 fois, 2 horticulteurs. Nous, on aimerait bien que ces terres soient pérennisées comme terres agricoles et puis que la ville puisse les racheter. Donc il y a eu une première mobilisation de la ville sur l'inscription au PLUI de ces terres en terre agricole. Et après, ce qui a été lancé, c'est un processus en fait d'appel à candidature pour l'installation de maraîchers. Donc je vous le fais rapidement. Il y a eu 2 phases d'installation. On est à 13 hectares et demi. Il y a 5 maraîchers et maraîchères qui sont installés sur ces terres pour produire en bio. Le cadrage de ces installations, c'est des baux ruraux environnementaux, donc des baux ruraux avec des clauses environnementales qui nous permettent notamment, et qui ont permis à l'époque, de moduler les prix sur la location. Donc on est à moins de 10% du prix du marché en fait, sur la location des terres à l'hectare. Avec l'ambition aussi donc, de fournir les cantines en bio, une ambition qui est difficile à réaliser, avec les règles des marchés publics, avec tout un lot de contraintes qui existent dans l'administration et qui aussi qu'on découvre aussi, mais qui nécessite une organisation des maraîchers, une organisation logistique, une organisation administrative, et qui n'est pas évidente à construire quand les gens ont la tête dans le guidon et qui doivent produire. Je prends le relais sur un autre projet, du coup, qui est plus récent, du coup, la Maison de l'alimentation durable et de l'écologie populaire, donc qui s'appelle MADE, M-A-D-E, qui est, du coup, la ville a acheté une ancienne ferme dans la ville, et pour y faire ce projet. Mais en attendant les travaux, donc on teste les fonctions de ce futur tiers-lieu dans un local municipal qui est situé sur une petite place piétonne dans le quartier du Courguin, à Grande-Synthe. Et donc parmi les fonctions qui peuvent y être testées, en fait, on essaie d'hybrider des fonctions, des activités citoyennes et économiques. Donc dans ce lieu, il y a notamment une grande cuisine qui est aménagée aux normes professionnelles et qui peut être mise à disposition d'associations gratuitement, ou aussi on peut y faire, nous, des ateliers pour essayer de partager justement ces savoirs, les savoirs des habitants, habitantes, et des savoirs aussi populaires. Et cette cuisine, elle peut maintenant être mise en location aussi pour pouvoir encourager les activités économiques du territoire et notamment les activités traiteurs. Voilà, c'est un grand espace. Pour le moment, le local municipal a fait 110 mètres carrés, mais à terme, ce sera vraiment un grand espace avec plusieurs bâtiments et où chaque fonction pourra aussi avoir son propre espace, mais aussi mutualiser, bien sûr, certains lieux. Voilà, on a dans ce lieu-là, par exemple, aussi une épicerie qui est en test. Ça va faire 2 ans maintenant qu'elle fonctionne. C'est une épicerie citoyenne sous forme de groupement d'achat. On a aussi un Ripper Café qui a lieu 1 fois par mois dans le lieu. On a d'autres activités citoyennes ou des ateliers autour de l'écologie du quotidien pour s'entraider. Reprendre. Je vais intervenir, je sais pas. Et donc c'est un autre projet. En fait, on a pris 3 exemples en fait de cette thématique autonomie et démocratie alimentaire. Donc le dernier était plutôt pour parler aussi d'un projet aussi assez fondateur sur ce plan-là, qui sont les jardins populaires. Ce sont des jardins du coup en pied d'immeuble où c'est issu aussi donc c'est un fruit du coup de l'université populaire, de pouvoir aussi voir avec les personnes elles-mêmes qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, quels projets on peut réaliser au plus près de chez elles et qui peuvent servir directement aux personnes.
Par exemple, là, du coup, les jardins populaires, c'était de la mobilisation en porte-à-porte pour dire, voilà, il y a ce terrain qui a été repéré, il a été testé, le terrain est fiable et bon au niveau de la qualité. Qu'est-ce qu'on peut y faire et est-ce que vous avez envie d'y participer? Et donc, le projet a été plutôt de choisir des parcelles individuelles, des petites parcelles qui sont mises à disposition gratuitement par la ville, par le service, et du coup accompagnées avec les collègues pour les espaces communs et aussi pour la gestion administrative. Mais peut-être que tu veux en ajouter un mot. Non. Ces jardins sont en quartier politique de la ville. Donc à chaque fois, donc maintenant il y en a 7 qui sont en pied d'immeuble directement, vraiment à proximité. C'est des petites parcelles qui font entre 20 et 40 mètres carrés. Et sinon, vraiment sur la ville aussi, on a des jardins ouvriers, mais qui sont spatialement un peu plus loin, mais qui sont complémentaires du coup, qui permettent par exemple aux personnes de pouvoir tester une première activité et après de prendre un jardin plus grand, un jardin ouvrier qui est là associatif.